les législatives, ça approche. Et qu'à un moment, je pense qu'on est quand même beaucoup de citoyens à se dire mais c'est quoi ces dernières élections? C'est quoi ces dernières élections? C'est quoi cette politique qui ne nous ressemble pas? Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'à Mulhouse, dans la Circo 5, on a un candidat qui n'a pas de parti politique, qui ne subira pas les pressions d'un parti, qui est prêt à défendre les intérêts des soignants suspendus d'une part, à prôner une politique différente, qui nous ressemble plus, qui nous rassemble, au lieu de nous mettre à chacun dans des cases à gauche ou à droite. Quelqu'un qui va pouvoir, en tout cas, se battre pour réformer la vie politique. Et ça, c'est important aujourd'hui. On en a vraiment besoin. Quelqu'un qui vient du monde réel et pas de l'ENA ou qui n'a jamais travaillé, voilà, à part en politique. Et quelqu'un qui va défendre aussi les valeurs alsaciennes. Voilà, c'est important. L'Alsace, c'est notre pays. Donc, on se pose tous des questions. Est-ce que vous êtes contents de ces dernières élections? Est-ce que ça vous va? Non, ça ne nous va pas. Est-ce qu'on veut changer les choses? Oui. Est-ce qu'on veut une opposition citoyenne à l'Assemblée? Oui. Est-ce qu'on veut protéger l'avenir de nos enfants? Oui. Le droit des travailleurs? Oui. Nos essentiels suspendus? Oui. Alors voilà pourquoi on est là. Et vous tous qui nous écoutez, qui passez, qui nous regardez des terrasses, allez voter s'il vous plaît. Il ne faut absolument pas que Macron ait la majorité à l'Assemblée. C'est une question de survie, il faut protéger, c'est nous la France. C'est nous la France, il faut aller voter. Les législatives, ça peut nous sauver. Je ne sais pas si j'ai encore droit à la parole après ce qu'a dit Marion. Non seulement c'est la meilleure communicatrice sur le terrain, mais elle est aussi la meilleure communicatrice sur la place de la Réunion. Elle parle fort, elle parle bien, elle parle juste. Et comme Marion parle juste, bien entendu, je suis obligé de donner toujours le même ton. Le ton fort, mais le ton juste. On va reprendre quelques thèmes de notre campagne. Je pense que certains, même la plupart d'entre vous, pour ne pas dire vous tous, avez lu notre profession de foi, c'est-à-dire les points essentiels de notre réflexion par rapport à la vie politique. La seule chose qu'on entend autour de nous, tout candidat confondu, c'est juste du blablabla. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a que des promesses. Que des promesses. À travers les partis politiques qui se sont succédés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils découvrent maintenant la pauvreté. Ils découvrent maintenant l'injustice sociale. Ils la découvrent. Qu'est-ce qu'ils ont fichu pendant 30, 40 ans? Vous allez me le dire, vous allez leur poser cette question. Droite comme de gauche. Ils découvrent qu'il y a un problème au niveau de la retraite. Droite comme de gauche. Ils découvrent qu'il y a un problème au niveau de l'emploi des salariés et la précarité, de gauche comme de droite. Pourquoi je répète de gauche comme de droite? Parce que je ne veux pas être de gauche ou de droite. Nous avons choisi l'indépendance. Nous avons choisi d'être au-dessus des partis. Non pas parce qu'on renie aux partis la possibilité d'exister, contrairement à eux, qui refusent qu'on existe. Eux, ils refusent qu'on existe, à tel point que l'un d'entre eux s'amuse toute la journée, il ne fait que ça, à cacher ma tête, qui est sur les affiches, avec du papier journal. Parce qu'en réalité, il utilisait d'abord ses affiches et il a vu que ça lui coûtait trop cher. Alors maintenant, vous allez lui montrer que le visage soit caché ou pas, et il y a votre visage qui compte. Vous allez le regarder dans les yeux, vous allez lui dire, dites-nous ce que vous avez fait pendant les 5 dernières années. Il parle aujourd'hui comme si ces 5 dernières années n'avaient jamais existé. Il ne parle pas de bilan. Il ne parle pas de ce qu'il a fait. Il ne parle pas de ce qu'il est capable de faire. Les promesses, le papier rose et le papier bleu, il est prêt à vous l'offrir. Gratuitement. 2, 3, 4, 5 fois dans votre boîte aux lettres. Mais qu'est-ce qu'il est prêt à faire comme acte dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos enfants, dans l'intérêt de vos petits-enfants? Rien. Nada.
Maintenant, on pose des questions suivantes. La première, concernant la justice sociale, ça fait des années que ça dure. La précarité augmente. Ces gens au pouvoir ne la découvrent qu'à l'arrivée de l'hiver. Ils voient des gens le long des trottoirs, ils disent, tiens, il y a la misère, parce qu'il fait froid. Ah, ils disent, c'est dommage qu'ils meurent sur le trottoir, parce que ça gâcherait leur vue. Mais en réalité, ça gâche la vie de ces personnes-là. Et au lieu de traiter le problème sur l'année, à travers l'emploi, à travers la protection sociale, à travers la prise en charge de leur logement, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont trouvés à la rue. Comment? C'est pas parce qu'ils ont décidé du jour au lendemain, tiens, il y a un bel habitat tout le long de ce mur. Ils sont trouvés sur le trottoir parce qu'ils ne peuvent plus payer leur logement. Ils n'ont plus de revenus décents. Ils n'ont plus de travail parce qu'ils ont été éjectés tout simplement du marché de l'emploi et même de Pôle emploi. Et même de Pôle emploi. Parce qu'ils ne doivent plus correspondre aux statistiques. Vous savez, dans les statistiques, ils disent, bah tiens, celui-là, il va être exclu. Et quand il est exclu, il ne touche plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse ou on les accompagne? On les soutient ou on leur donne un coup de main? Ou bien on dit bah, qu'ils crèvent. Moi, je n'ai pas envie que les gens crèvent. Je n'ai pas envie que les gens meurent. Mes enfants, mes amis, mes proches, mes voisins, je n'ai pas envie qu'ils meurent le long du trottoir. J'ai envie qu'ils vivent avec moi, à côté de moi. Parce que nous avons un esprit de générosité. Nous avons un esprit de solidarité. Nous sommes solidaires les uns des autres. Si nous ne nous apprenons pas à aimer notre voisin, à nous, les enfants de notre voisin, les petits-enfants de notre voisin, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que nous valons? Rien. Parce qu'on aura perdu notre humanité. C'est ce qui fait de nous des êtres humains, on l'aura perdu. Parce qu'on aura regardé avec mépris, avec dédain, avec distance, ceux qui nous entourent. C'est comme s'ils n'existaient pas. Moi, personnellement, je ne voudrais pas de ça. Ça fait 30 ans que je suis le militant du droit social. J'ai défendu des causes. J'ai défendu les mineurs. Ça ne marche plus. Voilà, au secours. Je continue. Ah ouais? D'accord, ok, je fais comme ça. J'ai défendu... Mais non, ça ne marche pas. Allô? Oui. J'ai défendu les mineurs. J'ai défendu ceux qui ont été l'objet, pour ne pas dire victimes de plans sociaux, par centaines. Des vallées entières qui ont été fermées, notamment dans la vallée de Saint-Amarin. Le textile, la métallurgie, personne ne voit rien. Et ils viennent juste pour serrer les paluches, pour dire « Ah oui, on est solidaires de vous. Qu'est-ce que vous avez fait pour maintenir l'emploi? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait pour réindustrialiser? Rien. On découvre qu'on a besoin d'industrie maintenant, au bout de 30 ans de destruction d'emplois industriels. Maintenant, on le découvre. Mais quelle intelligence! Avec toutes les grandes écoles qui sont derrière, quelle intelligence! Qu'est-ce qu'on leur apporte? Rien! On a vu les mines fermées, on a créé Stocamine derrière. Qu'est-ce que ça a créé? Juste un gros trou pour la pollution. À l'époque, pour ceux d'entre vous qui ont connu ce dossier, j'ai défendu les salariés de Stocamine. J'ai défendu les syndicats. On a pu faire condamner l'employeur qui se trouvait à l'origine de cet accident. Mais derrière cet accident, en réalité, il y avait une politique de l'État afin d'enfuir les déchets dans notre région pour souiller la terre d'Alsace. C'est ça la réalité. Vous avez deux choix. Soit d'accepter que notre terre soit souillée, polluée, par ces mêmes décideurs qui viennent aujourd'hui pleurer en disant « Ah, c'est dommage ». L'idée, dès le départ, était de mettre ça, ces saletés, ces déchets, à cet endroit-là pour que ça ne bouge plus. Il est temps aujourd'hui que des solutions soient trouvées pour les questions d'environnement. La question de l'environnement n'est pas une question juste entre nous. Regardez voir le ciel. C'est pas le ciel de France. C'est le ciel de l'univers. L'air qui est autour de vous, ce n'est pas l'air de France, c'est l'air de l'univers. L'eau qui va tomber avec la pluie, c'est pas la pluie de la France, c'est la pluie de l'univers.
C'est-à-dire quand nous devons présenter des idées pour régler ces questions-là, il faut que ça soit global. Il faut que ce soit dans le cadre de la coopération avec les autres pays. Il faudrait qu'on arrive à digitaliser d'autres pays, là où les forêts disparaissent, parce que c'est ça le cœur de l'univers. C'est ça l'oxygène de notre Terre. Regardez ce qui se passe en Amazonie, des pays entiers qui disparaissent par la déforestation. Vous allez vous dire, mais quel rapport? Mais oui, parce que vous aurez moins d'oxygène. Vous aurez moins d'air, vous aurez des changements climatiques, parce que vous n'aurez rien qui équilibre ce qui disparaît par rapport à ce qui existe. Si ces forêts étaient là, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pas juste pour le bien du Brésil. Et ainsi de suite. Vous regardez l'emploi, ça disparaît. Juste des larmes, encore que ce sont des larmes des crocodiles. On voit juste des larmes des ouvriers, des salariés qui se sont trouvés sur le carreau, sans solution. On leur reproche même ça, parce qu'on va leur dire, ah oui, maintenant il va falloir recotiser pour la retraite. Avec quel argent, avec quel salaire? Quand vous avez un salaire de 2000 € qui suffisait à peine, notamment quand tu utilises l'inflation d'aujourd'hui, et vous reprenez un autre emploi, vous redémarrez à la base, à 1200 €, à peine le SMIC. Comment vous allez vivre avec? Et comment vous allez cotiser avec? Et quel type de cotisation vous allez avoir avec? Voilà, ce sont des questions réelles. Ce sont des questions qui nous touchent tous. Parce que tôt ou tard, cette question de retraite va se poser. Et là, aujourd'hui, comment elle est posée cette question? Elle est posée tout simplement sous forme de calcul, comme le calcul mental qu'on apprend aux enfants. On vous dit, voilà ce qu'on a cotisé, voilà ce qu'on va dépenser. C'est une règle stupide. C'est une règle stupide, pour une raison simple. Les parcours ne sont pas identiques. Les parcours professionnels ne sont pas identiques. Vous allez avoir une période où vous allez toucher, on va prendre un chiffre, 2000 €, 3000 € ou 1500 €, et vous allez avoir des périodes où vous n'allez rien toucher. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous n'avez pas cotisé, monsieur ou madame. Ah, bah c'est dommage. Et quand à la fin, vous allez arriver avec une retraite de 700 ou 800 €, comment vous allez vivre? Ah, dommage, c'est votre faute. On ne va pas vous dire parce que vous avez été viré à cause des règles du système ultralibéral encouragé par les gens de gauche et de droite. Initié, mis en place et poussé jusqu'au fin fond de l'extrême par les mêmes gens. Parce que tout le monde s'est converti à l'ultralibéralisme. Et on n'a plus pensé aux gens, on n'a plus pensé à l'être humain. Ni pour respirer, quand on parlait de l'environnement, ni pour vivre. Parce que qui va pouvoir vivre maintenant ou dans 5 ans ou dans 10 ans avec 800 ou 900 €? C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais qu'est-ce qu'il y a dans leur crâne pour comprendre que ce n'est pas possible? Alors on va vous dire, oui, mais quand on va remplir les caisses de retraite? Mais, messieurs, les têtes brillantes de cette République, aux mesdames, bien sûr, parce qu'il y a des mesdames parmi eux. La preuve, c'est qu'on a une première ministresse qui prône et mène la même politique. Il y a une chose simple, c'est la redistribution. C'est-à-dire, il ne faut pas compter sur juste les caisses de retraite. Il y a une chose importante qui doit exister, ça s'appelle la solidarité nationale. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu avoir de cotisations, ceux qui n'ont pas pu avoir de retraite. Il faut bien rééquilibrer tout ça. C'est l'État qui doit mettre la main à la poche et ne pas laisser les caisses se débrouiller toutes seules. Sinon, ça serait idiot. Parce que dans quelques années, si on a un retraité pour un actif, on va dire à celui qui est retraité, eh ben, dommage monsieur, vous n'allez plus avoir de retraite, parce qu'on n'a plus assez d'actifs pour vous. C'est ça la situation qui nous attend. Vous allez leur dire quoi? Vous allez leur dire, bah, dommage, vous n'avez pas de retraite, parce qu'il n'y a pas assez de cotisants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renvoyer les gens, dos à dos, le libéralisme, aller cotiser dans les compagnies d'assurance, et dans les fonds de pension américains. D'accord? Et si ces fonds de pension, comme ça s'est passé un certain nombre de fois aux États-Unis, perdaient l'argent parce que c'est dans la spéculation que cet argent est utilisé, eh bien tant pis pour vous, vous perdez votre retraite. Voyez ce qui vous attend. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais à quoi ça sert alors d'avoir des têtes intelligentes, des têtes brillantes à la tête de cet État? Et qui, soi-disant, prennent des postes extraordinaires, des députés, des ministres, etc. Et non, on est des ignares. On ne comprend rien. Enfin, on va vous expliquer, monsieur, on va vous expliquer. Mais expliquez-moi comment vous allez faire dans 10, 15 ans pour ceux qui ont cotisé aujourd'hui.
Comment vous allez faire pour compenser les pertes subies en raison du perte d'emploi? Je suis pour rien, mais je n'ai pas demandé à me faire licencier. Et j'en ai vu des centaines et des centaines licenciés. Et se retrouver pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, parfois sans emploi. Quand ils ne sont pas suffisamment, si j'ose dire, âgés pour ne plus retrouver d'emploi. Parce que, vous le savez, vous connaissez la règle, qu'au-delà d'un certain âge, Pôle emploi vous dit, vous êtes dispensé de recherche et d'activité professionnelle. Vous êtes dispensé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous ne travaillez pas, vous cotisez guère, et après, on va calculer votre pension en retraite sur cette base-là. Du coup, vous plongez. Vous plongez. D'accord? Je ne suis pas en train de vous faire juste un discours sur la peur. Vous en avez assez. La peur du terrorisme, la peur de la maladie, la peur de la guerre. Mais il faut avoir peur d'une seule chose. C'est de l'incompétence de nos dirigeants. C'est ça qui me fait peur, moi. Parce qu'ils ne sont pas capables, au bout de 30, 40 ans, de se dire, mais on remet en cause notre logiciel. Le logiciel, il est mauvais. Il est stupide. Parce que ce logiciel a conduit le pays à la précarité, à la spéculation, à la perte d'emploi et à la perte de notre rôle, le rôle de la France à travers le monde. Quel est notre rôle aujourd'hui? Rien. Nous sommes devenus tout simplement des laquais des États-Unis, dans le cadre de l'OTAN. Je le dis comme ça avec gravité. Ce n'est pas la vision que j'ai de mon pays. Ce n'est pas la vision que j'ai de la France. La France est un grand pays, c'est une grande nation. Vous êtes un sacré peuple qui a une origine, qui a une histoire, et qui a des capacités et des compétences. Vous êtes capable de faire plein de choses, de relever les plus grands des défis. Et on vous en prive. Pourquoi? Parce que ce sont des incompétents qui nous gèrent. Ils nous entraînent dans le conflit intérieur, en créant la zizanie à l'intérieur de la même population. Les biens contre les mauvais, les méchants contre les bons, ceux qui ont une couleur de peau, ceux qui n'en ont pas, ceux qui acceptent de rentrer dans les rangs et ceux qui n'acceptent pas, ceux qui sont dans les quartiers, ceux qui ne sont pas dans les quartiers. Je ne sais même pas ce que ça veut dire les quartiers, parce que ces quartiers englobaient tout le monde, toute une population. Ça s'appelait justement le tissu social français, qui a la caractéristique d'être multiforme, multiethnique, multireligieux, mais sans conflit, sans dissension. Parce qu'on arrivait à s'aimer, on arrivait à s'entendre. Et vous avez des gens qui viennent semer la zizanie, en utilisant soi-disant la souveraineté française pour dire, eh ben, il faut écarter ceci ou il faut écarter cela. Non. Non. La souveraineté de la France, c'est notre rapport par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire quand on a un ennemi extérieur. Sauf que notre ennemi, ce sont nos dirigeants. Parce qu'ils ne sont pas capables de trouver des solutions, ne sont pas capables de faire remonter le pays au rang qu'il mérite. On dégringole au niveau de l'éducation. Vous imaginez le pays des Lumières. Le pays des Lumières. Aujourd'hui, il est recalé pratiquement dans les rangs les plus bas du classement mondial au niveau éducation. Nos universités ne sont même plus classées dans ce qu'on appelle le classement de Shanghai. On n'est même plus classé. Alors, qu'est-ce qu'on prépare pour nos enfants? Qu'on m'explique ce qu'on prépare pour nos enfants. Si on n'arrive pas à leur fournir des écoles, des lycées, des collèges, des universités, qui leur permettent de rivaliser avec le monde entier, de se classer parmi les meilleurs au monde, c'est pas parce qu'on n'est pas bon, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. On a privé l'école des moyens, on a privé, bien entendu, les hôpitaux des moyens, on a privé tous nos services publics des moyens. On devait tout remplacer par des ordinateurs. Je me demande pourquoi on n'a pas pris un ordinateur à la place du président ou à la place de ses ministres. Peut-être qu'il réfléchirait davantage. Il ferait de meilleurs calculs. En énergie, certainement. Et il aura moins la grande gueule. En tout cas, les services publics sont privés des moyens. Et il se trouve qu'on a eu l'épidémie. Et au lieu d'en tirer les conséquences en disant, on a voté pendant 10, 15, 20 ans, en fermant des lits, pour les économies, parce qu'il fallait équilibrer la sécurité sociale sans penser à la santé. Parce que le calcul, encore une fois, ce que j'ai dit pour la retraite, c'est valable aussi pour la santé. Vous avez deux calculs.
Soit vous dites, je voudrais des êtres dignes qui vivent bien de leurs revenus, qui sont donnés soit par les employeurs à travers leur activité, soit à travers la solidarité nationale. Et pareil pour la santé. Est-ce que la France veut offrir un système de santé à l'américaine? Vous vous présentez devant l'hôpital et la première question qu'on vous demande, c'est quoi? C'est votre assurance. Il ne vous demande pas si vous êtes français ou pas. Il ne vous demande pas si vous êtes américain ou pas. Il vous demande tout simplement votre carte d'assurance. C'est ça qu'on veut. Si je n'ai pas d'assurance, je ne suis pas soigné, je crève. C'est ça qu'on veut? Non. Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'idée que je me fais de ce pays. Mon pays est généreux, est intelligent, est capable de faire des miracles, est capable de faire des choses exceptionnelles. Parce que vous êtes exceptionnel. Vous êtes un peuple exceptionnel, vous êtes capable de faire plein de choses. Mais on vous coupe les ailes et on vous coupe les bras. Et bientôt, on va vous couper le cerveau. Parce que à partir du moment où vous commencez à réfléchir, cela devient interdit. Et au mieux, on vous traite de complotiste. Au mieux, on vous traite de complotiste. Parce que vous avez osé contester l'ordre établi qui fait que des bêtises. Que des bêtises. Est-ce que vous voulez continuer de supporter leurs bêtises? J'adore Marion, elle donne de la voix. Alors, pour ne pas faire long, parce qu'il paraît que les avocats ça parle trop. C'est pour ça qu'on les appelle les bavards. Eh bien, je vais vous dire quelque chose pour écourter. Notre système de santé mérite plus d'attention. Que ce soit pour les jeunes ou pour les moins jeunes. Que ce soit pour les malades ou pour ceux qui pourraient l'être. Parce que chacun d'entre nous est susceptible demain d'être hospitalisé. Il va tomber comment? Il va être pris en charge comment? Dans quelle structure? Quels sont les médecins? Aujourd'hui, on nous dit, ben, on a ouvert le numerus clausus, c'est-à-dire on peut augmenter le nombre de médecins. Sauf que ça a été accompagné par un système de basculement. Vous pouvez faire d'abord philosophie, et si vous faites quelques années en philosophie, vous pouvez basculer vers la médecine. Formidable! Honnêtement, il y a mieux comme intelligence, ça. Mais c'est l'ordinateur de Marion qui marche. Au lieu de renforcer les capacités de nos universités, de donner plus de moyens à nos universités pour éviter que nos enfants aillent à l'étranger. Ils partent en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Roumanie. D'accord? Au lieu de cela, non, il faut les retenir, leur apporter les moyens pour rester là. Et quand on parle de souveraineté, là, ça ne les gêne pas d'aller chercher des médecins, des infirmiers, des aides-soignants en Roumanie ou en Bulgarie, ou même en Ukraine. Mais faire travailler nos enfants, parce que pour faire un médecin, il faut au moins 10 ans. J'ai une fille qui fait médecine, elle doit être dans les parages en principe. Elle fait médecine, au bout de la 6e année, je ne suis pas encore au bout de mes peines. Vous imaginez encore si elle doit faire une spécialisation. 10 ans. Avec 10 ans, c'est-à-dire même s'il commençait à préparer des médecins maintenant, il faut attendre jusqu'en 2032 pour avoir le même médecin. Sans tenir compte de ceux qui partent à leur tête parce qu'ils n'en peuvent plus. Sans tenir compte de ceux qui quittent le navire parce qu'ils n'en peuvent plus. Je vous l'ai dit la dernière fois, le service radiologie ici à Mulhouse, c'est l'hémorragie totale. L'hémorragie, c'est-à-dire on aura de beaux scanners et de belles IRM, mais il n'y aura personne pour les regarder. Il n'y aura personne pour s'en servir. Nous sommes à côté de la Suisse. Les Suisses se frottent les mains, je peux vous assurer. Moi qui suis directement impliqué dans le dossier des soignants, quand je regarde le nombre et quand j'interroge, pour l'instant, c'est 1 sur 2 qui part de l'autre côté. 1 sur 2. Et l'autre fois, j'écoutais un professeur, il dit, ces soignants qu'on a exclus par une décision stupide encore, j'aurais utilisé 2 fois le mot stupide aujourd'hui, par une décision stupide, évidemment, ils sont devenus irrécupérables parce qu'on ne pourra plus jamais les récupérer pour servir l'hôpital public. C'est juste une honte. C'est juste une honte. C'est des personnes que nous avons formées dans nos écoles, dans nos universités, dans nos écoles d'infirmières, les écoles pour former les aides-soignants. Qu'est-ce qui se passe? On les a perdus à jamais. Et les Suisses les récupèrent tout formés, tout prêts, et on les emploie directement.
Et évidemment, ils seront mieux payés, certainement. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour eux. Mais ça s'appelle devenir, même si c'est à 20 km, un expatrié. Et oui, on devient des expatriés chez nos voisins. Mais c'est ça la dignité qu'on veut pour la France. Et c'est ça l'avenir qu'on prépare pour notre hôpital. Même si on n'a perdu que 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, peu importe le nombre de soignants, de médecins, de kinés, de toute spécialité. Même des psychologues, ils n'en peuvent plus parce qu'ils disent, je suis psychologue, je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Si, c'est monsieur, dégagez. Madame, dégagez. C'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on veut pour notre pays, moi? Non. C'est pas ce que je souhaite. Je souhaite de la générosité, de l'intelligence. Je vous ai donné des exemples sur les soignants qui sont exclus. Vous imaginez, nous avons vécu une période absurde. Une période absurde. Avec la période de masque, du confinement, on enferme les gens. C'est-à-dire, on les prive de leur liberté, ils sont enfermés. Ça s'appelle la privation de liberté. Eux et les prisons, c'est pareil. Sauf que, à l'intérieur des prisons, ou dans le cadre des prisons, ils sont surveillés par des geôliers, par les gardiens de prison, sauf que vous surveillez vous-même. Et vous surveillez vos enfants, vous les empêchez de sortir. Non, 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 vous allez faire verbaliser, ça va vous coûter 135 €. Et en réalité, on va leur dire, bah, vous sortez avec votre masque, que le masque soit sorti d'une poubelle ou soit sorti de ce paquet, ça ne change rien. Vous avez un masque, vous n'êtes pas verbalisable. Personne ne peut examiner ce que c'est comme masque. Ne peut savoir s'il contient le virus ou pas. Et on est à l'air libre. Très intelligent quand même. Avouez quand même, on est brillant. Brillant. Et au lieu de trouver des solutions de substitution pour accompagner la population, pour élargir ce qu'on appelle les structures intermédiaires, avant que tout le monde déboule dans les services d'urgence ou en service de réanimation, non. On prive tout le monde des libertés, c'est plus facile. Évidemment, quelqu'un qui vous gêne, vous le foutez en prison, c'est plus simple. Mais c'est moins intelligent. Voilà la réalité, c'est moins intelligent. Parce qu'on a perdu l'imagination. Il n'y a plus d'imagination. L'imagination, c'est quoi? C'est de trouver des solutions qui s'adaptent avec la circonstance que nous subissons. Et en français, ça s'appelle la résilience. C'est-à-dire comment s'adapter avec ce qui nous arrive. Comment répondre aux besoins de notre population en fonction des nouvelles conditions de vie. Personne ne s'attendait à ce que des milliers ou des dizaines de milliers de personnes perdent des emplois comme ça. Personne, d'après eux, ne s'attendait à ce que l'industrie perde tant d'emplois. Personne ne s'attend à ce qu'on ait des épidémies. Alors que c'était écrit dans les livres. Si vous prenez les livres de perspective, évidemment, les gens ont été privés de ça parce qu'il valait mieux aller sur Facebook. Même si j'ai créé une page Facebook, mais en réalité, les gens vont sur Facebook, évidemment, c'est là qu'ils croient pouvoir s'instruire. Mais en réalité, les livres de perspective le disaient. On nous attend des pandémies. On nous attend des problèmes de sécurité. On nous attend des problèmes de terrorisme. Qui est à l'origine, je ne veux même pas discuter parce que sinon je serais traité de complotiste. Mais il n'en reste pas moins que les solutions existent. Qui traite ces problèmes par de vraies solutions? Personne. Personne. La privation des libertés est plus simple. Voilà comment les choses sont traitées dans notre pays. Ce n'est pas, encore une fois, le pays que je souhaite pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On mérite mieux. On mérite un autre avenir. On mérite, bien entendu, d'autres infrastructures. On mérite d'autres universités. On mérite d'autres hôpitaux. On mérite d'autres polices, parce que la police aussi est privée des moyens. Et là, maintenant, elle a fourni quelques nouvelles voitures qui vont devoir utiliser pendant un certain nombre d'années, si j'ose dire, parce que les autres avaient entre 800 et 900 000 km. Moi, je n'oserais pas monter dans une voiture qui a 800 900 000 km. Moi, je n'oserais pas. Et nos policiers étaient obligés de monter dans ces voitures-là, à tel point qu'il y avait même des boutades à certains endroits. Ils disaient, on ne sait pas si c'était une voiture de police ou pas, parce qu'une voiture aussi dégradée, ce n'est pas possible que ce soit une voiture de police. Mais si, c'était une voiture de police. C'était une voiture de police. Voilà la situation que nous avons. Maintenant, la question, quelle est la solution? Vous avez la possibilité de renouveler les mandats de ceux qui existent, de gauche comme de droite. C'est une possibilité. Et vous avez l'autre possibilité, c'est de nourrir l'esprit de l'indépendance. C'est ce que j'appelle, moi, la force de l'indépendance. C'est de prendre la distance par rapport à la gauche et à la droite et leur dire, je suis capable d'apporter d'autres solutions. Je suis capable de vous fournir de nouvelles idées. Mais toujours dans le sens collectif, dans le sens du bien-être de tous,
dans le sens, bien entendu, qui assure la dignité de chacun, la fierté de chacun, la vie de chacun, la vie de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est ça ce que nous voulons. Et c'est ça que je vous souhaite comme choix. Évidemment, vous m'avez déjà entendu, je suis pour le libre arbitre. Je ne veux pas vous dire votez pour moi parce que c'est un vœu pieux. C'est un choix qui vous appartient. Faites le choix qui vous concerne, faites le choix qui vous ressemble. Est-ce que vous voulez être des êtres libres ou est-ce que vous voulez être des êtres soumis? Moi, je voudrais que chacun d'entre nous soit un être libre. Que nous refusions purement et simplement la soumission. Cette soumission ne nous correspond pas. Cette soumission ne nous ressemble pas. Nous sommes nés libres et égaux devant la loi, devant les devoirs et devant les obligations. Nous assumons nos obligations, nous assumons nos devoirs, mais nous attendons aussi à ce que la loi soit celle de tous et que le pouvoir qui nous gouverne soit le même pour tous et assure les mêmes prestations pour tout le monde. Par conséquent, votre bulletin, comme je l'ai toujours dit, est une arme. C'est votre arme. Utilisez-la. Cette arme, utilisez-la pour dire ce que vous avez envie de dire. Utilisez-la pour exprimer votre projet d'avenir pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. N'hésitez pas, il ne faut pas que votre main tremble quand vous glissez le bulletin dans l'urne. Il faut que ce soit un choix définitif, sûr et bien entendu ferme. Vous prenez votre bulletin, vous le glissez dans l'urne, vous dites voilà ma voix, voilà ce que je voulais dire, voilà l'idée que je voulais exprimer. Aujourd'hui, nous sommes devant la dernière ligne droite. Samedi prochain, on ne pourra pas se voir. Ça sera interdit. Mais vous aurez, pendant ce temps-là, votre esprit, vos idées et bien entendu, toutes vos capacités pour vous permettre un libre arbitre. Choisissez avec votre libre arbitre ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Mais il faut que ce choix corresponde à ce que vous attendez, à vos aspirations. Voilà ce que je voulais dire. Dernier mot, et j'en aurais terminé, promis. Je voulais remercier l'ensemble des personnes, ces beaux volontaires, ces belles volontaires qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent encore pour tracter, pour mettre les professions de foi dans les boîtes aux lettres. Ils ont, et j'en vois quelques-uns, quelques-unes, elles ont fait un travail extraordinaire. Je ne les remercierai jamais assez. Vous pouvez les applaudir, oui, vous pouvez les applaudir. Tous les jours, parfois jusqu'à minuit. À leurs frais, je précise, parce que nous n'avons pas le budget des partis. Nous n'avons pas l'argent des partis. Nous n'avons pas de structure derrière. C'est juste exceptionnel. Je me permets juste par rapport au boîtier. Ce sont des filles comme Marion, juste exceptionnelles. Que je voulais remercier, filles et garçons. Il y a moins de garçons, il y en a. Vous voyez, pour une fois, ce sont les filles qui demandent le rééquilibrage. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère que vous ferez le bon choix. Décidez pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Décidez pour votre avenir, pour votre pays et surtout pour l'image que vous voulez donner de cette élection pour que cette élection vous ressemble. C'est l'élection de l'indépendance, de la force de l'indépendance. Et comme on dit en alsacien, nous gagnerons tous ensemble. Maintenant, je vais le dire avant Philippe, parce qu'à chaque fois, il me précède, parce qu'il veut me donner un coup de main en alsacien. C'est Mir Dwein Damagvena!